Alors, merci Jean-Christian et merci aux organisateurs de l'invitation. Alors, je vais vous parler d'un sujet hautement, éminemment rythmologique, contrôle de fréquence. Quel est l'avenir pour le contrôle de fréquence? Allons-nous vers un abandon programmé? Alors, la première réflexion que j'ai eue après cette proposition de sujet, c'est pourquoi moi? Parce que tu es passionnant. Finalement. Et bah, une des réponses que je me suis faite, c'est que finalement, un intérêt, c'est que j'ai aucun conflit d'intérêt avec la présentation. Et que c'est vrai qu'aller demander à un rythmologue dont c'est le gagne-pain et le quotidien de faire de l'ablation, de fibrillation, de vous dire si oui ou non il faut le faire, bah, ça pose question potentiellement. Donc je vais essayer avec un peu le plus d'objectivité possible d'essayer de répondre à cette question. Alors, un petit préambule pour commencer, pour essayer de ne pas perdre tout le monde dès la première partie, c'est de quoi on parle, qu'est-ce que c'est le contrôle du rythme et le contrôle de la fréquence. Puis on verra la place et les modalités du contrôle du rythme. Et enfin, on essaiera de répondre à la question, est-ce qu'il y a encore une place pour le contrôle de fréquence? Et on verra pour la conclusion. Donc je vais mettre de côté tout de suite, parmi les problématiques de la fibrillation atriale, la problématique du risque thromboembolique, on en a déjà parlé, et Damien, je pense, nous a assez bien convaincu que finalement, la stratégie contrôle du rythme ou contrôle de la fréquence, elle n'a aucun ou peu d'incidence sur le risque thromboembolique, donc on exite ce A du ABC pour l'anticoagulation, c'est pas le sujet du topo. On arrive au B, et donc l'autre problématique de la fibrillation atriale, ça va être les symptômes en lien avec la fibrillation atriale. Et donc B, c'est Better Symptom Control, on va essayer d'aller améliorer les symptômes des patients. Et quand on regarde finalement les symptômes que peuvent présenter les patients, bah, d'une partie il y a les palpitations, c'est vrai, il y a des patients qui vont sentir les palpitations qui peuvent être plus ou moins gênantes. Et puis finalement, tous les autres symptômes qui sont présentés par les patients, que ce soit la dyspnée d'effort, l'asthénie ou l'intolérance à l'effort, bah, finalement, qu'est-ce que c'est que ces symptômes-là? Bah, c'est de l'insuffisance cardiaque, globalement. Et donc, un autre intérêt potentiel d'avoir ce regard sur le prisme de l'insuffisance cardiaque sur cette question. Et l'insuffisance cardiaque, elle peut survenir dès l'arrivée de la fibrillation atriale, hein, la perte de la systole, l'arythmie, etc., peut tout de suite retentir avec de la dyspnée, ou elle peut aussi retentir à plus ou moins long terme, et on a tous vu ces patients avec une fibrillation atriale permanente ancienne, avec une dilatation biatriale majeure, et puis on a vu également avec Philippe que ces IM atriales et ces IT atriales d'ailleurs, elles sont difficiles à prendre en charge, et donc on a potentiellement un intérêt à éviter cette situation de fibrillation très très prolongée. Alors, le contrôle de fréquence, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement la stratégie qui va viser à ralentir la cadence ventriculaire en fibrillation atriale. Et il est important de souligner, et ça l'est dans les recommandations, que ce contrôle de fréquence est souvent suffisant pour limiter ou faire disparaître les symptômes. Et donc on nous dit bien que finalement c'est le premier choix chez des patients qui sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c'est ce qu'on fait en premier, on ralentit la cadence. Et alors on ralentit comment? Je ne vais pas vous apprendre grand chose, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques bradykardisants et la digoxine plutôt en seconde intention. Et on ralentit jusqu'où? Eh bien, on nous dit que pour le contrôle initial, il est suffisant d'avoir un contrôle assez light de la fréquence, hein, 110, moins de 110 au repos est suffisant pour initier une prise en charge ambulatoire. Et puis, le plus souvent, on va quand même essayer d'aller vers un contrôle à moins de 80 par minute en fibrillation atriale au repos. Même si finalement les essais, notamment Race et Affirm, nous ont montré qu'il n'y a pas d'intérêt pronostic démontré à aller vraiment plus bas pour le pronostic des patients. Le contrôle du rythme, à l'opposé, qu'est-ce que c'est que le contrôle du rythme? C'est finalement l'ensemble des stratégies qui vont être mises en place pour tenter de maintenir le patient en rythme sinusal, de restaurer le rythme sinusal et de le maintenir le plus longtemps possible. Alors comment on fait ça? Si le patient est en fibrillation atriale persistante, on va pouvoir évidemment le choquer. Et puis il va falloir avoir une stratégie pour pérenniser le maintien du rythme sinusal avec d'un côté les antiarythmiques médicamenteux, la flécaïne notamment, le sotalol bien connu mais qui est en train quand même d'être mis de côté depuis les CESWORD et puis les recommandations HAS de 2020 qui nous disent que la marge thérapeutique étant étroite, on essaye d'éviter l'introduction. Et puis l'amiodarone qui reste encore aujourd'hui l'antiarythmique le plus efficace, malgré ses effets secondaires qu'on connaît bien, les autres plus anecdotiques qui sont peu ou pas commercialisés en France, donc on n'a pas l'habitude d'utiliser.
Et évidemment, les stratégies invasives d'ablation, on a longuement discuté avec l'isolation des veines pulmonaires, l'alcoolisation de la veine de Marshall, les autres techniques un peu plus de haut vol du traitement du substrat avec évidemment des bénéfices un peu plus discutés, ou l'ablation chirurgicale qui vous sera présentée par la suite par Charles-Henri. Et donc pourquoi on doit viser ou parfois essayer de viser un contrôle du rythme? Eh bien on nous dit que la fibrillation atriale est associée à une diminution de la qualité de vie, que quand on la laisse pérenniser dans le temps, elle va devenir rapidement irréversible, et donc qu'il faut l'envisager chez des patients parce qu'après c'est trop tard. Mais on nous dit bien, et c'est quand même important de le souligner, dans les recommandations que jusqu'à récemment, ça c'est les recommandations de 2021, on n'avait pas ou peu d'évidence-based pour dire qu'il y a une amélioration du pronostic à aller vers un contrôle du rythme versus le contrôle de fréquence. Ce qui peut quand même poser question, mais on va pouvoir y répondre. Alors pourquoi on n'avait pas de bénéfices pronostiques établis? Probablement parce que les études étaient anciennes. Elles étudiaient principalement les antiarythmiques, qui sont évidemment moins efficaces, on va le voir, pour le contrôle du rythme, que les bénéfices obtenus par le contrôle du rythme étaient probablement balancés par les effets secondaires des traitements antiarythmiques, pro-arythmogènes, dystéroïdie, pneumopathie interstitielle, j'en passe, qu'on incluait dans ces études souvent des fibrillations atriales persistantes prolongées, qui sont des très mauvais répondeurs avec des taux d'échec assez importants de stratégie de contrôle du rythme, et puis qu'on manquait probablement aussi de puissance pour des événements de morbimortalité qui arrivent évidemment tardivement du fait de la persistance au long terme de l'arythmie. Alors heureusement, on a eu en 2020 une étude quand même très importante, qui est l'étude ISTAFNET 4, qui, dans un essai randomisé, a étudié le contrôle, deux stratégies, contrôle précoce du rythme par antiarythmique ou isolation des veines pulmonaires, versus le contrôle de fréquence. Un nombre important de patients, quasiment 3000 patients, avec une fibrillation atriale de moins de 1 an, et un composite classique de MACE 4 points, décès, AVC, hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou SCA, un suivi prolongé, vous voyez des durées de suivi qui vont jusqu'à 8 ans, et donc cet essai est positif sur ce critère de jugement principal, avec des courbes qui divergent et qui tendent à s'écarter dans le temps, et qui au moins, heureusement, nous donnent quand même, ce qu'on suspectait quand même, ce bénéfice pronostique à aller vers un contrôle du rythme versus le contrôle de fréquence d'emblée chez les patients avec une FA de moins de 1 an. Donc finalement, voilà, on prend un peu plus de place sur la stratégie contrôle du rythme. Alors maintenant, contrôle du rythme, qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on met les patients sous antiarythmique, en ablation, dans l'un puis l'autre, etc. La question reste entière. Alors on a deux essais intéressants sur l'efficacité de l'un par rapport à l'autre. Il y a Stop AF, publié récemment, en 2021, qui est un essai randomisé cryoablation versus antiarythmique, laissé au choix, mais flécaïne en première intention, 60%, 200 patients avec une FA paroxystique, et de critères d'efficacité de récidive de TSV à 1 an. Et bien finalement, l'essai est fortement positif en faveur de l'ablation, 75% de survie, de survie sans récidive de FA à 1 an versus 45, donc vraiment en faveur de l'ablation. Deuxième essai, Early AF, quasiment similaire dans la construction, 2021 également, antiarythmique versus cryo également, 300 patients, et on est aussi très en avantage par rapport à l'ablation, avec cette fois-ci la récidive à 1 an qui était monitorée par des holters implantables. Donc on ne rate pas de FA, et on voit vraiment que l'ablation fait mieux que la stratégie antiarythmique médicamenteuse en première intention. Et donc ces deux essais tendent à nous orienter plus volontiers vers les stratégies d'ablation versus les stratégies médicamenteuses, à la fois moins efficaces et à la fois avec les effets secondaires qu'on connaît. Alors est-ce qu'il y a des populations finalement spécifiques à prendre en considération quand on considère le contrôle du rythme et de la fréquence? Une qui me tient aussi à cœur, c'est l'insuffisance cardiaque, et donc on a l'essai Castle-AF qui a été publié en 2018, qui est intéressante à ce niveau-là, qui randomisait une stratégie d'ablation versus traitement médical, qui pouvait être antiarythmique médicamenteux ou contrôle de fréquence, mais c'est quand même une stratégie d'ablation versus traitement médical. 360 patients, FEVG moins de 35%, symptomatique, et une fibrillation atriale paroxystique ou persistante. Cette étude elle est positive, comme vous le voyez, sur le critère de jugement principal, qui était un composite de mortalité toute cause ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et tend quand même à nous faire aller volontiers envisager l'ablation chez des patients avec une insuffisance cardiaque FEVG altérée. Même si
Par souci de concision, je n'ai pas précisé, il y a une étude Amica notamment qui a été publiée, qui s'intéressait à des patients plus avancés dans leur cardiopathie et qui, elle, était négative, ce qui nous fait dire que, évidemment, il faut garder un sens clinique et une insuffisance cardiaque terminale avec une dilatation biventriculaire, une insuffisance cardiaque avancée, ne va probablement pas bénéficier de la stratégie d'ablation. Alors, est-ce que c'est la fin du match, finalement? Est-ce que je m'arrête là? Peut-être déjà. Pas tout à fait. Est-ce qu'on va vers l'ablation pour tous? Est-ce qu'il y a encore une place, du coup, pour le contrôle de fréquence, c'est-à-dire ne pas faire et simplement ralentir? À noter, pour l'instant, et c'est quand même important, il n'y a aucune recommandation des sociétés savantes qui est émise pour aller vers un contrôle du rythme chez un patient asymptomatique de SAFA. Donc déjà, il y a cette place quand même qui reste à définir. Mais admettons qu'on le souhaite, CF, les résultats que je vous ai présentés, disent StaffNet pour améliorer le pronostic au moins de long terme des patients. Partons de ce postulat-là, il faut aller vers une ablation ou une stratégie de contrôle de rythme chez tous les patients. Alors je me suis amusé brièvement à faire un petit peu de maths, ça vaut vraiment ce que ça vaut. Je suis parti des données qui nous sont présentées de prévalence dans les recommandations, avec un taux de FA estimé pour un patient européen à 37% sur sa vie entière. Donc on a quasiment 40% de risque, nous Européens, de faire de la FA dans notre vie. On multiplie par la population française, ça nous fait 25 millions de patients français qui vont faire de la FA dans leur vie. Si on rapporte ça à l'espérance de vie moyenne de la population française, environ 82 ans, ça nous fait 305 000 nouvelles fibrillations atriales diagnostiquées par an en France, de FA incidentes, ce qui est quand même important. On multiplie par le nombre de procédures moyens qui est pratiqué par patient. Gilles en a parlé, stratégie 1, 2, 3. J'ai dit au bas mot 2, en moyenne chez les patients, ce qui nous fait 600 000 procédures nécessaires annuellement pour traiter l'ensemble de la population française. En sachant que, ça avait été dit dans le topo précédent, la prévalence est estimée à doubler d'ici 2060 de la fibrillation atriale. Donc, on a actuellement mis en balance 25 000 ablations de FA en France pratiquées en 2021. Et la question est, peut-on multiplier par 25 ou 50 notre capacité d'ablation de la fibrillation atriale pour traiter l'ensemble de la population? Je ne pense pas. Donc on a déjà ce constat-là d'une incapacité entre l'offre médicale et la demande qui est déjà présente et qui va augmenter. David, il faudrait passer en FA encore un peu plus rapide. Ok, on accélère. Le deuxième constat, c'est que les taux de succès de l'ablation, ils sont loin d'être parfaits, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, bien entendu. Mais même dans les études, les essais randomisés dont je vous ai parlé, dans les centres à gros volume, Stop AF, Early AF, on a 25 à 40% de récurrence à 1 an, alors même que c'est des centres à gros volume, des patients sélectionnés avec des FA de moins de 1 an. Et donc, on sait qu'il y a une partie de ces patients qui vont avoir une procédure qui est probablement futile, puisque la FA va récidiver malgré l'ablation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mieux stratifier probablement les patients qui vont avoir une bonne probabilité de succès de maintien du rythme sinusal à long terme. Et on nous dit dans les recommandations que malheureusement, il y a des gaps de connaissances et on ne sait pas quels sous-groupes de patients vont bénéficier le moins de l'ablation de la FA selon la taille de l'oreillette, le type de FA, etc. Alors, évidemment, quand on se pose ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des scores. On essaie de mettre dans les shakers tous les paramètres pronostiques et on voit ce qui sort pour essayer de mieux prédire ce succès d'ablation. Vous voyez, il y a 8 scores qui sont présentés dans les recommandations dans les addenda et il n'y a rien qui sort. Je vous ai mis, mais je vais passer très très vite, en fait, 2 des scores qui étaient les plus pertinents selon moi, les plus gros effectifs, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ne sont pas bons. Les courbes, les AUC, les prédictions de récidive, malgré ces scores, ils ne sont pas bons. Donc ils ne sont pas utilisés, pas utilisables probablement actuellement en pratique. Mais qu'est-ce qu'on voit si on est pragmatique? On voit que dans les critères qui sont étudiés, vous voyez, ils sont au-dessus, on a un certain nombre de critères qui sont utilisés systématiquement dans tous les scores quasiment. C'est l'âge, c'est le sexe féminin, c'est la taille de l'oreillette gauche, c'est le type de FA entre paroxystique et persistante. Et donc probablement qu'à ce stade, il faut rester pragmatique sur se dire est-ce que mon patient a de fortes chances de rester sinusal après une ablation et que c'est probablement pour l'instant supérieur au score pronostic. Et évidemment, il va falloir mettre en balance la balance entre les chances de succès, les risques de la procédure qui sont faibles, mais aussi la réflexion médico-économique de ce qu'on peut proposer par rapport à la demande de la population. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de répondre quand même.
à la question qui est difficile. Le contrôle du rythme, on va le favoriser pour des FA qui sont évidemment symptomatiques malgré un contrôle de fréquence, ça c'est indéniable, qui sont symptomatiques sur de l'insuffisance cardiaque, a fortiori si la FEVG est altérée, ou quand on suspecte une tachycardiomyopathie, une cardiopathie rythmique, chez les patients avec un âge plus jeune, avec une FA qui est récente et a fortiori paroxystique, et des oreillettes gauches qui sont peu dilatées, peu remaniées, et probablement aussi peu de fibrose, mais ce n'est pas encore tout à fait démontré, on l'a vu. Et à l'inverse, les patients asymptomatiques, plus âgés, plus comorbides, FA ancienne, on sait que, et avec l'oreillette gauche très remaniée, on sait que les résultats ne sont pas bons, et donc probablement plus de réserve sur l'ablation. Et évidemment, on cède aussi du souhait du patient avec une décision éclairée. Et demain, probablement qu'il y aura des nouveaux scores, et c'est même certain, issus potentiellement de l'intelligence artificielle et de l'analyse des big data qui vont améliorer notre prédiction des chances de succès d'ablation de l'AFA pour guider notre stratégie. Et je vais aller très vite, mais c'est quand même un point important, je préfère... Dernière diapo, David. Avant-dernière. Je paye les pots cassés de mes prédécesseurs. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut améliorer les résultats. On peut raccourcir les procédures, être encore plus safe, peut-être faire des ablations de FA en HDJ, les procédures complètes d'emblée, on en a parlé, les plans Marshall, tout ce qu'on peut pour limiter les risques de reprise et de récidive de procédures. Et on peut aussi probablement améliorer les facteurs causaux et aggravants de la FA, ce qui est appelé dans les recommandations upstream thérapie. Donc là, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. On n'entend pas trop parler. Qu'est-ce que ça veut dire, upstream thérapie? Alors, upstream, ça veut dire en amont de la FA. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est bien, j'ai vu, on a parlé en filigrane dans toutes les présentations, c'est tout ce qui va favoriser la FA et qui est parfois l'arbre. La FA va être l'arbre qui cache la forêt. On aime bien être interventionnel en cardiologie, il y a un problème, il y a une FA, on l'ablate, il n'y a plus de FA, le patient rentre chez lui, on est content. Mais parfois, on a des œillères. Et donc, si on essaye d'élargir un peu le champ quand on diagnostique une FA, effectivement, on tombe et on réfléchit et on arrive sur cette notion de cardiopathie atriale ou maladie atriale, avec des oreillettes gauche remaniées, dilatées, de la fibrose. Et bien souvent, si on se dit, est-ce que c'est finalement, quel est l'œuf ou la poule? On va y revenir. On tombe sur des patients qui commencent une FA paroxystique, mais qui ont déjà une oreillette gauche dilatée. Et donc, probablement que dans un très grand nombre de cas, la maladie atriale est avant la fibrillation atriale. Et si la prévalence de la FA double d'ici 2060, c'est parce que les facteurs causaux ils augmentent, c'est pas parce que la génomique finalement de la FA du cœur sain augmente dans les années qui viennent. Et donc qu'est-ce qui donne la maladie atriale? C'est tous les facteurs d'agression myocardique, la dysfonction systolique quelle qu'elle soit, la dysfonction diastolique, le SAS, l'HTA, le diabète, l'obésité, toutes les cardiomyopathies. Il va y avoir évidemment, Philippe en a très bien parlé, les valvulopathies, liaison dangereuse, j'ai mis une flèche à double courant parce que évidemment ça donne de l'AFA, mais l'AFA aggrave la taille de l'oreillette gauche et donc peut aggraver l'insuffisance mitrale fonctionnelle, ça marche à double sens. Et puis effectivement les canalopathies, la génomique qui va être pourvoyeur de fibrillation atriale maladie, chose sur des cœurs sains, mais c'est quand même à mon sens quelque chose qui est beaucoup plus restreint. Et donc l'AFA, maladie ou symptôme, la question reste entière, mais à mon sens, c'est très personnel, c'est bien plus souvent un symptôme qu'une maladie à part entière. Et on a un cercle vicieux, puisque effectivement la fibrillation atriale, une fois qu'elle est installée, aggrave la dilatation et le remodelage atrial, et donc va pérenniser par contre les choses, et on n'arrivera pas à se défaire de la fibrillation atriale. Donc l'upstream thérapie, c'est quoi? C'est de bien garder en tête que la fibrillation atriale peut être simplement la partie émergée de l'iceberg. On ne s'était pas concerté pour l'analogie avec l'iceberg, et que la maladie atriale ne doit pas être négligée parce que si on ne prend pas en charge ces facteurs, on va diminuer nos chances de succès de maintien du rythme sinusal, que ce soit en ablation ou en antiarythmique. Et donc on essaie d'enlever les œillères. La dernière, les images un petit peu qui sortent, qui sont tendance, mais c'est important, c'est ces belles petites fleurs. Dernière. Et j'étais content de voir qu'apparaissent dans les recommandations ce C de ABC qui nous dit bien qu'il faut, et on le fait quand même assez peu et pas assez probablement, prendre en charge et dépister ces comorbidités et ces facteurs causaux et aggravants de la fibrillation atriale. Quand on prend en charge la fibrillation atriale, c'est important. Et il y a de plus en plus de données, même si pour l'instant ce n'est pas vraiment dans des essais randomisés, qui nous disent qu'on améliore les taux de succès de maintien en rythme sinusal en prenant en charge de façon agressive l'hypertension, le syndrome d'apnée du sommeil, la réduction de la consommation d'alcool, le surpoids, etc. Autre façon de présenter les choses, mais c'est la même chose, ça c'est pareil. Et donc, pour répondre à nouveau aux questions, très simple,
Intérêt du contrôle du rythme, évidemment, il y a bien sûr un intérêt et une place du contrôle du rythme, mais si possible le plus précoce possible pour améliorer le pronostic, et donc intérêt du dépistage précoce de l'AFA. Modalité du contrôle du rythme, probablement avantage à l'ablation, plus efficace que les antiarythmiques. Abandon du contrôle programmé pour autant, non, parce que c'est impossible sur le plan médico-économique et qu'il va falloir essayer d'être pragmatique sur la sélection des patients pour limiter les procédures futiles. Et enfin, ne pas oublier qu'il faut prendre en charge ces facteurs prédisposants et aggravants de la maladie atriale pour améliorer le pronostic rythmique et global des patients. Voilà, merci.